Merci, Madame, Monsieur le modérateur, chers collègues, c'est un plaisir d'être ici. J'en suis à mon 3e café pour me recycler. Ça ne marche pas, donc j'espère quand même vous parler de rythme en réanimation. Je n'ai pas de conflit. Alors ça, c'est une patiente, elle est à J5 post-op, et ça allait pas trop mal. Et puis tout d'un coup, c'est la nuit, elle se lève, elle est agitée RAS+3. Pourtant, on fait une échelle de confusion mentale, elle n'est pas du tout confuse, elle a une pensée extrêmement bien organisée, une attention qui est parfaite. Simplement, elle est chez elle, elle veut aller aux toilettes. Ça fait 4 nuits sans sommeil dans les transmissions. Rigolo. Ça, c'est l'étage au-dessus, c'est les soins continus. C'est un patient, pareil, mais lui, il est allé un peu plus loin, il s'est enlevé la voie centrale, il a déniché un couteau, en fait, pour le repas, il l'a gardé, il s'est coupé la voie centrale, et puis maintenant, donc, il a pris en otage une infirmière, et on est en pleine discussion avec lui, comme si on était le GIGN de garde, à essayer de le raisonner pour qu'il n'entaille pas l'infirmière. Et lui non plus n'est pas du tout confus. Et d'ailleurs, lorsqu'on met des volontaires sains exposés à une absence totale de sommeil, c'est le nombre d'heures en ordonnée. En abscisse, vous avez le pourcentage de volontaires sains, et c'est des chercheurs en neuropsycho en plus, qui vont halluciner. Vous voyez que 80% commencent à halluciner après 48 heures de privation de sommeil. Ils n'ont même pas dormi une minute. Et voici ce qu'ils voient, des cheveux verts au niveau du moniteur, et puis Barbara, leur collègue, déguisée en bouche à incendie. Donc sont-ils confus? Non. En fait, quand on fait les échelles de confusion mentale, ils sont dans un état avant la confusion mentale, mais ils ont une parfaite organisation de la pensée, une bonne attention. Et dans ce cas-là, c'est comme par exemple le sevrage en alcool, le sevrage en somnifère. Eh bien, au début, il n'y a pas de confusion mentale, c'est un état purement hallucinatoire et délirant qu'il faut checker. Bien sûr, le lien entre délirium et manque de sommeil, en passant par cette phase d'hallucination, est ténu. Il y a vraiment un lien entre délirium, où il y a une inversion du rythme nictéméral, et le manque de sommeil. Et puis aussi le manque de sommeil, vous voyez, au fil des jours, privation de sommeil, il y a un catabolisme qui augmente, et puis ensuite, il diminue le catabolisme parce que c'est le repos. Pareil pour la fonction immunitaire s'effondre avec le manque de sommeil, puis hop, ça remonte. Et puis cette revue de la littérature dans le New England de 2021, alors j'ai pas tout compris au niveau de la régulation neuro-hormonale, mais n'empêche que ça a un impact sur beaucoup d'organes, avec un risque d'infection, un risque de thrombose, un risque d'infarctus, un risque d'épilepsie, un risque d'apnée du sommeil, etc. Et donc l'absence de rythme circadien entraîne toutes ces perturbations qui sont dignes d'intérêt en post-opératoire. Le sommeil fait partie des 5 symptômes de souffrance que se remémorent les patients survivants à la réanimation. Le plus souvent, le plus source de souffrance, le sommeil, avec la douleur, l'anxiété, la dyspnée et la soif. Et quand on regarde 25 ans en arrière, la douleur, c'était le top symptôme, source de souffrance en réanimation. Vous voyez que l'insomnie était un bon candidat. Et puis, au fil du temps, l'insomnie devient numéro 1. Et voici une des dernières grandes études qui montre que les 2 facteurs numéro 1 de souffrance chez les patients survivants, c'est bien l'insomnie et la soif. 2 tiers des patients se plaignent d'une insomnie, d'une soif en réanimation, avec une intensité qui est au moins modérée. Et puis, l'anxiété devient également un bon candidat. La douleur et la dyspnée restent encore présentes dans le top 5, bien entendu. Il ne faut pas relâcher les efforts pour la douleur. Donc les recommandations au fil du temps, c'est rationaliser la sédation en introduisant de l'analgésie, régler la douleur en top priorité, et puis on a ajouté dans les recommandations la prise en charge du délirium, puis de l'immobilité, il faut bouger les patients, et aussi de l'insomnie. Donc c'est marrant parce qu'on fait tout pour réveiller les patients, on fait tout pour les faire bouger, et puis maintenant on s'expose à une insomnie qu'il faut également prendre en compte. Les nouvelles recommandations vont être éditées courant 2024, début 2025. Il y aura l'introduction aussi de la notion d'anxiété, logiquement. Alors comment favoriser le rythme nictéméral en réanimation? Essayez de réfléchir ce que vous pensez être le top 1 pour rétablir un cycle nictéméral. Alors j'ai essayé de vous faire voter, j'ai contacté l'organisation, je n'ai pas tout compris, il fallait que je regarde une vidéo, c'était hyper technique. Donc vous pouvez voter à main levée, c'est plus simple. Est-ce que en 1, on va faire tout pour diminuer le bruit
en réanimation. En 2, on règle le respirateur. En 3, on donne des tic-tac à la menthe. En 4, on révise ses cours basiques de première année. En 5, on fait de la réalité virtuelle. Ou au 6, on donne des médicaments pour faire dormir. Qu'est-ce que vous pensez être le mieux pour rétablir un cycle nictéméral en réanimation et vaincre l'insomnie? Qui vote pour 1? Bravo, on va en parler. Qui vote pour 2, le respirateur? Personne? Si, madame a levé la main. On va faire monter les enchères. J'offre un café à celui qui trouve la bonne réponse. Tic-tac? Non, pas de... les cours basiques de première année? La réalité virtuelle? Il y a plein de stands. 2. Et les médicaments pour faire dormir? Normalement, c'est l'autre moitié de la salle. Donc, il y a 2 tiers de la salle qui a dit d'abord l'environnement. Moi, j'aime bien les étudiants en médecine. Et je pense que le number one, c'est les cours de première année ou de deuxième, donc DFGSM ou P2D1, où on apprend la sémio. Et dans la sémio, alors en réa, on dit qu'il ne faut jamais regarder le moniteur en premier, il faut toujours regarder le patient en premier. Et puis, en cours de sémio, on dit qu'on n'examine pas le patient, on ne se jette pas d'abord sur l'examen physique, on l'interroge. Et donc, en gros, il y a cette hiérarchie de 1 à 4 de bas en haut. L'anamnèse, c'est quoi vos antécédents? L'interrogatoire, c'est quoi vos symptômes? L'examen clinique, les signes, puis les examens complémentaires. En fait, en réanimation, à 2h du mat', quand un patient ne dort pas, ou alors en cours avec les internes, avec tout le monde le matin, quand on dit « qu'est-ce que tu fais quand ton patient ne dort pas en réa ?» Eh bien, tout le monde pense « médoc ». Qu'est-ce que je mets comme médoc? Ou l'environnement, bien sûr, ce qui est bien aussi. Et tout le monde oublie les antécédents. Et les facteurs de risque de mauvais sommeil en réa, c'est les facteurs de risque de la population générale, l'âge, le sexe féminin et les antécédents évidemment d'insomnie. Donc en fait, quand un patient ne dort pas à 2h du mat', il faut d'abord lui demander s'il ne dort pas chez lui, parce que bon, il ne faut pas être plus réaliste que le roi, peut-être qu'il ne dormira pas mieux en réanimation, malheureusement, si on n'a pas trouvé la solution à la maison, et peut-être qu'il prend un médicament. Donc il faut y penser. Or, ce genre d'antécédents, c'est les antécédents qu'on oublie tout le temps sur un dossier de réanimation. Les antécédents du Lexomil à la demande, de l'insomnie, etc., on les oublie tout le temps. S'ils ne sont pas identifiés au premier interrogatoire, ils ne sont pas marqués après. L'interrogatoire de la famille peut aider. Et donc, quand un patient ne dort pas, il faut récupérer ces antécédents et lui poser la question. Dans cette revue récente de l'insomnie dans New England, ils indiquent que 10% de la population souffre d'insomnie, plus 15 à 20% de plus des symptômes occasionnels, ce qui fait un tiers de la population qui a des problèmes d'insomnie. Ils disent que le traitement number one, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales et que les inducteurs du sommeil peuvent aider éventuellement en association. Et que c'est compliqué quand même à traiter, mais que les thérapeutiques cognitivo-comportementales ont fait faire des progrès monstrueux. Malheureusement, en réanimation, on ne va peut-être pas commencer les thérapeutiques à ce moment-là. Et en France, vous voyez, juillet 2024, un dossier de l'INSERM indique que 15 à 20% de la population souffre d'insomnie. Et quand on regarde les graphes de gauche, on voit qu'au moins un symptôme d'insomnie, c'est vraiment les premiers graphes tout à gauche. Ça augmente avec l'âge, les femmes plus que les hommes. Et vous voyez que vers 50 ans, on a un bon tiers qui souffre d'insomnie et ça flirte avec un peu moins de la moitié de la population d'âge supérieur à 60 ans. Donc, un problème d'insomnie en réanimation. Il faut peut-être statuer si finalement c'est acceptable pour le patient. Il ne dort pas, mais il ne dort pas chez lui. C'est peut-être acceptable, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Il faut s'enquérir de l'usage de psychotropes et les réintroduire pour éviter un syndrome de sevrage. Je pense que ça, c'est fondamental. Et ça fait plusieurs années que je réfléchis à cela et dans le service, quand on me pose la question et quand le lendemain, on nous dit le patient n'a pas dormi, tu dis, mais d'accord, mais est-ce que ce patient, il a un antécédent d'insomnie? Est-ce qu'il prend du Stilnox chez lui ou autre chose? Comment il fait pour dormir? Et on n'a jamais cette info. Donc vraiment, mon message numéro 1, finalement, c'est là, on pourrait s'arrêter là. Mais on va parler évidemment de l'environnement. Donc à gauche, on a le bruit de fond quand les appareils sont tous éteints. On arrive déjà à la limite recommandée par l'OMS. Dès qu'on allume le respirateur, c'est en rouge, boum, ça monte au-dessus de la limite de l'OMS. Et puis, vous voyez, en moyenne, le bruit que ça fait avec des alarmes très, très haut perché. Et à droite, ils ont fait des études avec EEG, sommeil, et on regarde ce qui se passe. Et finalement, pourquoi je l'ai mis en 2 et pas en 1, c'est que l'environnement qui entraîne un problème de sommeil, c'est que un tiers des cas. Un tiers des problèmes de sommeil sont liés à l'environnement seulement.
et les bruits 2 fois sur 3 et les soins 1 fois sur 3. Donc les recommandations sur le sujet disaient qu'il suggérait d'utiliser des stratégies de réduction du bruit et de la lumière pour améliorer le sommeil des adultes en soins critiques, mais avec une force faible, un niveau de preuve faible, parce que finalement, ça ne résout pas tout. À partir du moment où seulement 1/3 des réveils sont liés à l'environnement et que parmi ce tiers-là, il y a 2 tiers qui sont liés à l'environnement, réellement, et 1 tiers aux soins, la lumière et le bruit ne fait pas tout. Cela dit, ce qu'il faut faire, c'est 1, de l'architecture. Vous voyez, c'est une jolie architecture avec une belle fenêtre. 2, une culture. Il faut que tout le monde ne parle pas fort la nuit. Et puis, il y a des aides comme ça qui peuvent être utiles. Dans cette étude, ils ont fait avant-après une modification de l'architecture de la place des lits, des postes de travail. Ils ont montré une réduction en bas du bruit. Mais ça n'a pas suffi parce que finalement, les sources de bruit, il y avait encore beaucoup de discussions la nuit. Ils ont mis en place une stratégie de chute, pas de bruit, et une petite aide qui est attention, alarme, on fait moins de bruit, et ça, c'est efficace. Et dans une revue récente, ils indiquent que pour faire baisser le bruit dans une réanimation, il y a ces 3 éléments-là, l'architecture, la culture de l'absence de bruit, et puis éventuellement les aides avec la petite oreille qui vous indique que vous parlez trop fort. On peut ajouter également donc, dans la culture de la planification de soins, vous voyez en bas à gauche, c'est notre problème informatique, c'est que quand je prescris par exemple de l'ésoméprazole, un IPP, 2 fois par jour, ça arrive en réadigestif parfois, et ben mon ordinateur, mon logiciel, il me met tout le temps 14h, 2h du mat'. Et il faut qu'ensuite je le rechange doucement, mais qui prend le soin de regarder en permanence les horaires, de le changer tout, de faire login, password, c'est un peu compliqué, ben, il faut le faire parce que sinon à 2h du mat', on rentre pour rien dans la chambre. J'en parle là parce que j'en parle pas après, mais la prednisolone par exemple, il faut éviter de la donner le soir. Si on peut, ça empêche de dormir. Dans cette culture de l'absence de bruit, il y a aussi des aides comme les bouchons. Cette étude monstrueuse montrait que, on la cite souvent, elle est controversée parce qu'elle est peut-être trop belle pour être vraie, mais elle améliorait le sommeil avec les bouchons et elle réduisait le délirium. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Mais on peut proposer ces aides-là, attention, parce qu'il faut que le patient soit capable de les enlever, sinon c'est claustrophobiant. Et puis mettre un bouchon, c'est un peu technique, il faut que le patient soit capable de le faire. Cela dit, pas à peine de faire 50 000 études. Si le patient en a besoin, c'est intéressant. Vous voyez que dans une magnifique réanimation d'Amérique du Nord avec une architecture splendide, ils en sont à donner un ICU sleep menu. Et par exemple, simplement, est-ce que vous souhaitez qu'on ferme la porte? Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Moi, j'ai plutôt tendance à fermer la porte tout le temps, mais il y a des patients qui n'aiment pas parce qu'ils préfèrent avoir une présence. Donc là, ils vont sélectionner porte fermée, on éteint la lumière, un peu de musique relaxante, autre, les bouchons d'oreille, etc. Et puis aussi, cette question autre, est-ce que vous avez autre chose à nous proposer? Toujours donner la possibilité aux patients. Donc après avoir parlé de l'environnement, on va parler de l'environnement un peu, c'est le respirateur. Il n'y a pas eu beaucoup de succès pour le respirateur, et pourtant dans les recos, de succès quand j'avais fait la question, dans les recos, ils disent qu'ils suggèrent d'utiliser la ventilation assistée contrôlée la nuit en comparaison à la ventilation en aide inspiratoire pour améliorer le sommeil des patients en soins critiques, et pas de recos concernant l'utilisation d'un mode ventilatoire adaptif. Alors dans cette traduction qu'on en a fait, qui a été endossée SFAR et CRLF en 2020, on a mis une petite note des traducteurs par rapport au fait de passer en VAC un patient qui est en VSAI. C'est pour éviter vraiment la sous-assistance. Le patient qui a commencé son sevrage dans la journée, il a fait plein d'efforts, il est fatigué. S'il continue à être fatigué, il ne dormira pas. Deuxièmement, il faut éviter la surassistance, parce que peut-être qu'en fait, il a fait des efforts en VSAI dans la journée, mais que comme on le stimule moins la nuit, il se retrouve en surassistance et il passe en alcalose. Puis peut-être aussi qu'il est en asynchronie. Tous ces 3 éléments-là, sous- et surassistance et asynchronie, ont été bien documentés dans la littérature comme étant associés à un mauvais sommeil. Et c'est facile à mesurer, donc la sous-assistance, la dyspnée, il y a des travaux qui ont bien montré que, par exemple, régler le respirateur améliorait l'échelle de dyspnée. Alors, j'ai mis 0,10, mais c'était l'EVA, mais peu importe. C'est simplement, on peut mesurer l'intensité des symptômes avec une échelle d'auto-évaluation, et leur réglage du respirateur diminuait l'échelle de dyspnée. La surassistance, on la voit très bien avec le volume courant, la fréquence respi. Le patient qui respire à 10 par minute la nuit, c'est que probablement en VSAI, il est en surassistance, pH et CO2 également. Et puis la synchronie, c'est un peu plus difficile à regarder, mais il faut observer bien comme il faut le respirateur.
Après le respirateur, les médocs. Alors dans cette étude, ils avaient observé qu'une augmentation des benzos la nuit était associée à plus de délirium le jour d'après. C'était plus ou moins le cas avec le propofol et la dex n'était pas testée. Et en fait, la dexmédetomidine, dans cette étude, quand il introduit systématiquement à petite dose la nuit, il y a moins de délirium les jours d'après. Et attention, parce que la dex, quand même, perturbe complètement l'architecture du sommeil. Cela dit, il y a plus de sommeil total si on prend le sommeil lent léger avec la dex que sans dex. Mais attention, parce que la dex, on a tendance à la donner de plus en plus souvent, même chez un patient non intubé. Vous voyez que la dex, comme le propofol, va diminuer la réponse à l'hypoxie-hypercapnie. Et la dex, comme le propofol, va entraîner des obstructions pharyngées et des apnées centrales. Donc ce n'est pas tellement plus maniable que le propofol, simplement on a le temps d'augmenter probablement la posologie avec la dex et de voir venir la sursédation, alors que le propofol, la fenêtre est un peu plus étroite, mais dans les deux cas, si un patient n'est pas intubé avec la dex, il faut vraiment être très vigilant, patient à jeun, monitorage vraiment de près. Et le propofol, alors on va regarder finalement de droite à gauche. À droite, il indiquait que comme la dex, ça déstructure complètement le sommeil. Au milieu, il indiquait qu'avec ou sans propofol, ça va dans tous les sens. Il y a des patients qui dorment mieux avec propofol ou moins bien avec propofol. Et enfin, à gauche, on comprend pourquoi. C'est que dans cette étude qui était pionnière, en fait, toutes les heures sous propofol, il faisait le Ramsay. Dans le Ramsay, on tapote la glabelle et forcément, ça empêche un petit peu de dormir. Finalement, le propofol, c'est quand même de plus en plus utilisé au niveau récréatif et puis au niveau thérapeutique. Et pour les patients en mésusage, l'utilisent pour des insomnies. Et il y a une insomnie et un effet secondaire dramatique qui est bien connu. Nous, dans notre expérience, si le patient est intubé, on peut mettre facilement un peu de propofol ou de la dex, et le patient nous remercie et réclame le propofol. Ensuite, toutes les nuits, qui pose la question aussi peut-être d'un mésusage et d'une addiction. Aujourd'hui, c'est plutôt la dex donc, qui est recommandée. Ce qui est nouveau, c'est la mélatonine. Donc, dans cette étude à gauche, qui est la plus récente de meilleure puissance, c'est négatif sur le sommeil et le délirium, mais quand ils font une méta-analyse, finalement, ils se disent que ça peut être intéressant. Et dans les recommandations de 2018, ils disaient pas de recours sur la mélatonine. Et celles qui sont in press, en refaisant la méta-analyse, il y a 30 études qui incluent plus de 3000 patients. Ça va aller vers une recommandation de suggestion de faire de la mélatonine. Mais si on le fait, c'est des bonnes doses. Moi, je l'avais essayé à petite dose, comme c'est prescrit dans le Vidal, 1-2 mg. On était un peu déçus. Dans les études, c'est 3 à 5 mg d'emblée à 21 heures. Et ça améliore un petit peu le sommeil, mais aussi le délirium. Donc après les médocs, les thérapeutiques non pharmacologiques, avec la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, elle améliore le confort global, également le manque de repos. Alors, on l'avait fait dans la journée, donc on n'avait pas mis sommeil, on avait mis manque de repos. Et il y a une petite différence entre les images de synthèse et les images réelles. Pour la sensation de se reposer, c'est peut-être plus ces images réelles que les images de synthèse qui nécessitent peut-être un peu plus d'analyse intellectuelle de ce qui se passe, de recontextualisation. En tout cas, maintenant, la plupart des dispositifs proposent les deux, images de synthèse, images réelles, et il faut savoir le proposer aux patients. Vous voyez que la musicothérapie, alors c'est pas qu'elle marchait pas, la musicothérapie, c'est que elle était associée de base avec la réalité virtuelle, mais prise isolément, elle semblait une petite tendance à marcher que pour la dyspnée. Voilà la musicothérapie avec une organisation en U, c'est-à-dire qu'on va diminuer l'intensité sonore, le tempo, etc. Et les constantes vitales vont faire la même chose, un petit peu en U. Vous voyez le bis qui fait la même chose, l'échelle RASS de sédation diminue, le patient s'apaise, mais la boucle U est peut-être pas recommandée pour faire dormir les patients. Et maintenant, les nouveaux systèmes de musicothérapie, on peut les paramétrer. Ce qui est recommandé, c'est plutôt la boucle en L, pour pas ensuite réveiller le patient et le laisser s'endormir avec le style de musique de son choix. Voilà donc tout ce qu'il faut faire pour recycler les patients. L'environnement, bien entendu, c'était la majorité de la salle qui l'avait répondu. Les facteurs thérapeutiques, on a parlé du respirateur, des sédatifs, peut-être plus la dex, mais après un meilleur réglage du respirateur, éviter les corticoïdes, les opioïdes aussi, ça empêche de dormir, mais il ne faut pas que le patient ait mal aussi, et justement, il faut, ce qui est en rouge, traiter toutes les sources d'inconfort, prendre en compte les facteurs individuels, et puis le délirium et le sommeil, le manque de sommeil ont ça en commun que
il faut recycler les patients et que le jour, pour diminuer le délirium, il faut arrêter la sédation le plus tôt possible et faire bouger les patients, qu'ils aient une mobilisation active, ça diminue le délirium, ça permet de recycler le patient. La nuit, au contraire, il faut diminuer les stimulations, augmenter la relaxation. Dans cette revue récente, qui était exactement le sujet finalement du jour, que vous pouvez donc lire, qui est bien mieux que mon topo, et beaucoup plus complet. Et si on regarde un peu, ce que j'ai oublié, c'est dans le recyclage et la planification des soins. Je vous ai parlé de baisser la sédation, sevrer le patient du respi, le faire bouger dans la journée. Ben, eux, ils disent faire la dialyse la nuit, parce que comme ça, on peut faire bouger le patient dans la journée, ce qui est une bonne idée. Et puis enfin, permettez-moi de revenir sur mes petits bonbons tic-tac qui n'ont pas eu beaucoup de succès quand j'ai posé la question. Et là, il faut interroger les patients. Et donc, Katia Ganti, qui est comédienne, à l'âge de 30 ans, a fait un séjour en réanimation pour quelque chose de très grave. Elle a écrit un ouvrage que je vous conseille. Elle a fait une pièce de théâtre qui a été récompensée cet été au Festival d'Avignon. Et elle a également une magnifique interview par Dr Arshad pour le comité Réa de la SFAR, qui est sur les réseaux sociaux, que je vous conseille, qui est magnifique. Et si on lit donc son ouvrage, tout ce qu'on peut imaginer sur la réanimation qui va être dit dans ce congrès se trouve dans son ouvrage. Et elle dit par exemple sur la page de droite, « Miracle, cette nuit, je dors assez profondément, environ 3 heures d'affilée. Je suis réveillé par une envie impérieuse d'aller aux toilettes. Je suis encore en demi-sommeil. Je ne sais plus trop où je suis. Enfin, si, en fait, je crois que je suis chez moi. Je suis chez moi et j'ai envie d'aller aux toilettes, quoi de plus naturel. » Et donc, en fait, c'est notre patient qui se lève, qui pense qu'il est chez lui. C'est courant. Moi, je l'ai vu pour beaucoup de patients. Ils ne sont pas confus. Ils sont désorientés, donc ils sont confus. Non, en fait, c'est comme nous quand on se réveille. Des fois, on ne sait plus trop où on est. Et après beaucoup de nuits d'insomnie, c'est souvent malheureusement le cas. Et donc, les sources de souffrance sont multiples en soins critiques. Et il faut toujours laisser la porte aux patients. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez une idée pour vous faire dormir? Il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse pour vous aujourd'hui? Et quand on pose la question à Clara Ganti, c'est un shampoing. C'est le shampoing. Et une fois qu'elle a eu les cheveux propres, elle a pu dormir. Il n'y avait rien de plus terrible pour elle que d'avoir les cheveux gras depuis plusieurs jours et de ne pas pouvoir dormir. Et dès qu'on lui a lavé les cheveux, elle a pu s'apaiser et dormir. Donc, soyez attentifs à tous ces cris qu'on entend dans la nuit de la réanimation. L'air est plein de cris, mais l'habitude est grande sourdine. C'est dans le théâtre de l'absurde de Samuel Beckett. Les protagonistes sont souvent confrontés à un monde chaotique, incompréhensible, et par habitude ou de lassitude, ils se réfugient dans le silence, dans l'incompréhension. Donc soyez attentifs à toutes les causes, toutes les bonnes idées que pourraient vous donner les patients comme un shampoing pour qu'ils dorment mieux. Je vous remercie.